Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité ce soir. La Côte d'Ivoire assure la présidence du Conseil de sécurité de l'ONU depuis aujourd'hui 1er décembre. Ce mandat va durer un mois jusqu'au 31 décembre 2018. La Côte d'Ivoire compte mettre l'accent sur le partage d'expériences en matière de maintien de la paix et de développement économique. Il y a des progrès dans la lutte contre le sida en Côte d'Ivoire, se réjouit le ministre de la Santé, Dr Akawele. Notre pays veut mettre l'accent sur la sensibilisation et le dépistage pour arriver à bout de la pandémie. C'est aujourd'hui 1er décembre, la journée mondiale de lutte contre le sida. Et puis George Herbert Walker Bush va recevoir les honneurs de la nation. Le 41e président des États-Unis s'est éteint à 94 ans. Il a dirigé l'Amérique de 1989 à 93. Une journée de deuil national décrétée mercredi. Les drapeaux en berne. Donald Trump salue, je cite, un homme de grande qualité. Le président de la République est rentré ce soir du Sénégal. Alassane Ouattara a pris part au 62e congrès de l'Internationale libérale, une rencontre qui s'est tenue à Dakar au Sénégal. L'Internationale libérale veut apporter des réponses locales aux défis mondiaux. Plusieurs chefs d'État étaient présents à l'invitation du président sénégalais Macky Sall. Le RDR, membre de l'Internationale libérale, était présent, représenté à cette rencontre internationale. Durant un mois, notre pays préside le Conseil de sécurité de l'ONU. Je vous le disais à l'instant, à partir de ce samedi 1er décembre, la Côte d'Ivoire assure la présidence du Conseil de sécurité de l'ONU. Cela va durer tout le mois de décembre. Le pays siège au Conseil de sécurité depuis le 1er janvier 2018. Je vous propose d'écouter le président Alassane Ouattara. Je voudrais vous exprimer la gratitude du peuple ivoirien pour la grande mobilisation de vos pays qui a porté la Côte d'Ivoire au Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2018-2019. Cette élection témoigne de votre soutien à l'engagement constant de mon pays en faveur de la paix et du dialogue. Elle est aussi un appel à partager avec vous et avec le monde notre expérience en matière de gestion de sortie de crise et de coopération efficace avec les Nations Unies, comme le prouve le succès de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, l'ONUCI. Les leçons de cette opération de paix, reconnue par tous comme l'un des rares succès de notre organisation mondiale dans le domaine du maintien de la paix depuis plusieurs décennies, doivent inspirer davantage les Nations Unies et dans leur quête et leurs initiatives en faveur de la paix. C'est pourquoi, dans le cadre du mandat de membre non permanent du Conseil de sécurité que vous venez de lui confier, la Côte d'Ivoire entend œuvrer à la promotion de compromis justes et pragmatiques dans le règlement des crises inscrites à l'agenda du Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité est un organe créé par la charte de l'ONU. Son rôle est avant tout le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Focus sur le Conseil de sécurité avec Sidonie Davila. Le Conseil de sécurité, l'un des 6 organes principaux de l'Organisation des Nations Unies, a été créé par la charte de l'ONU en novembre 1945. Il est composé de 15 membres, dont 5 permanents. La Chine, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et la Russie. La présidence du Conseil est assurée par chacun des membres à tour de rôle pendant un mois, suivant l'ordre alphabétique anglais des noms des États membres. Pour ce mois de décembre, c'est la Côte d'Ivoire qui est à l'honneur. Organe exécutif des Nations Unies, le Conseil de sécurité a la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationale.
Lorsqu'il est saisi d'une plainte faisant état d'une menace contre la paix ou d'une agression, le Conseil de sécurité commence en général par inviter les parties à régler leurs différends par des moyens pacifiques, à savoir énoncer les principes auxquels devra se conformer un éventuel règlement. Envoyer une mission, nommer des envoyés spéciaux ou demander au secrétaire général d'user de ses bons offices pour parvenir à un règlement pacifique du différend. Dans certains cas, ordonner des mesures d'enquête et de médiation. Lorsqu'un différend débouche sur des hostilités, le Conseil a pour priorité de mettre fin le plus rapidement possible à celles-ci. Dans ce cas, il peut ordonner un cessez-le-feu pour éviter une aggravation d'un conflit, déployer sur le terrain des observateurs militaires ou une force de maintien de la paix afin d'aider à réduire les tensions. Si cela ne suffit pas, le Conseil peut décider de prendre des mesures d'imposition de la paix, parmi lesquelles des sanctions économiques, un embargo sur les armes, des restrictions et pénalités financières et des interdictions de voyager. La rupture des relations diplomatiques, un blocus ou des mesures collectives d'ordre militaire. Le Conseil de sécurité essaie de faire en sorte que les mesures prises frappent surtout les responsables des politiques et pratiques condamnées par la communauté internationale. Le Conseil siège en permanence. Il peut se réunir à tout moment en cas de menace contre la paix. Chaque membre du Conseil doit avoir en tout temps un représentant au siège de l'organisation à New York afin que le Conseil puisse se réunir chaque fois que le besoin se fait sentir. Ce samedi 1er décembre marque la journée mondiale de lutte contre le sida. Je cite ce propos de la première dame Dominique Ouattara. Cette journée est l'occasion de nous rappeler qu'il faut garder espoir et ne surtout pas baisser les bras. Le chemin est encore long, mais la lutte porte ses fruits. J'encourage nos mamans et futures mamans à se faire dépister au plus tôt et à en faire de même pour nos enfants, car connaître son statut sérologique VIH, c'est vivre sa vie positivement. Ambassadeur spécial de l'ONU-SIDA pour l'élimination de la transmission mère-enfant du VIH et pour la promotion du traitement pédiatrique. C'est la 30e édition de la journée mondiale de lutte contre le sida. La Côte d'Ivoire met l'accent sur la sensibilisation. Pour le ministre de la Santé à Kaolé, il y a des progrès dans la lutte. Le reportage de Astou Touré. La journée mondiale de lutte contre le VIH-SIDA. Après 30 années d'activisme, quel bilan? La situation des personnes vivant le VIH en Côte d'Ivoire reste vraiment encore difficile, mais nous disons qu'il y a toujours espoir. Ça fait 30 ans de lutte, 30 ans d'activisme, 30 ans de rôle que nous avons joué dans la communauté pour la réponse au VIH-SIDA. Et nous pensons qu'aujourd'hui, c'est mieux de s'arrêter et voir dans quelle mesure nous avons pu avancer. Selon l'ONU-SIDA, 36,9 millions de personnes vivent avec le VIH et seulement 21,7 millions de personnes ont accès à la thérapie antirétrovirale. L'accessibilité aux soins et la stigmatisation restent les difficultés majeures des personnes vivantes avec le VIH-SIDA. On ne pouvait même plus parler du VIH. Mais aujourd'hui, il y a eu des pionniers, il y a eu des personnes qui ont donné le visage humain à ce virus. En lui donnant ce visage, nous minimisons le virus. Et nous disons que c'est ensemble, nous pouvons conjuguer nos efforts afin d'atteindre les objectifs de 2030, qui est l'élimination du VIH-SIDA. Les partenaires sont en train de se retirer. Après 2030, qu'est-ce que nous devenons? Le dépistage du VIH est essentiel pour étendre la couverture du traitement et s'assurer que les personnes vivant avec cette maladie puissent mener une vie productive et en bonne santé. Selon le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, il est vital d'atteindre les objectifs 90-90-90. Il y a un grand progrès qui est fait. Cependant, il s'agit d'abord d'identifier au moins 90% des porteurs du VIH, au moins 90%, de pouvoir soigner également au moins 90% et d'espérer éliminer la charge virale pour les 90 autres. En Côte d'Ivoire, la moitié de la population ignore encore son statut sérologique. Et le réseau des journalistes ambassadeurs de lutte contre les maladies infectieuses entend aider à la sensibilisation. Notre mission, c'est d'accompagner les acteurs de lutte contre le sida par nos plumes, par nos écrits, dans tous les organes de presse. Le thème retenu est « Connais ton statut, fais ton test ».
Le Premier ministre appelle les chefs d'entreprise à investir à San Pedro. Amadou Gon Coulibaly a lancé cet appel hier aux Journées nationales des chefs d'entreprise. Le chef du gouvernement annonce aussi l'extension du port de San Pedro. Des détails avec Cheikh Koné. Après le succès enregistré à la première édition à Korogo, l'acte 2 des Journées nationales des entreprises, JNCE, a posé ses valises dans la ville portuaire de San Pedro. Plus de 200 chefs d'entreprise se sont vus présenter les opportunités d'affaires du deuxième pôle économique de la Côte d'Ivoire après Abidjan. Que nous entendons modestement, progressivement, amener le secteur privé national à toucher du doigt, sinon de la main entière, les nombreuses opportunités d'affaires que regorgent nos régions. Plateforme de partage d'expériences dédiée aux entrepreneurs nationaux, la JNCE se propose de réunir annuellement les chefs d'entreprise dans les chefs-lieux de région afin de valoriser leur potentiel économique, mais également attirer les investissements privés pour un développement équilibré et inclusif. Partant du constat selon lequel plus de 80% des entreprises ivoiriennes sont installées à Abidjan, le défi pour nous, les acteurs que nous sommes dans cette salle, est de faire en sorte de susciter l'installation progressive d'entreprises dans nos régions. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a rappelé le rôle joué par le secteur privé dans les récentes performances de l'économie ivoirienne. Le secteur privé reste et demeure l'acteur essentiel des stratégies nationales pour le développement de la Côte d'Ivoire. En effet, le taux d'investissement privé est passé de 7,3% en 2012 à 13,3% en 2015. Et représentant 60% du financement du Programme national de développement pour la période 2012-2015. Ce taux, celui de 60%, est passé à environ 62% ou est projeté à 62% dans le cadre de la mise en œuvre du PND 2016-2020. C'est à juste titre que le chef du gouvernement a félicité les promoteurs de ces journées qui replacent les métropoles régionales au cœur du développement économique de la Côte d'Ivoire. Je voudrais saisir cette occasion pour féliciter Mme Nadine Bla, directrice générale de Capital Connect, initiatrice et commissaire générale de ces journées, pour cette belle initiative et l'encourager à pérenniser ces assises. Amadou Gon Coulibaly a par ailleurs lancé un appel aux investisseurs. Venez investir à San Pedro. Les conditions y sont favorables. Et je puis vous assurer que le gouvernement continuera de créer ici, à San Pedro, les conditions pour que l'activité économique puisse être compétitive. Nous aurons bientôt l'occasion de revenir à San Pedro pour poser la première pierre de travaux d'extension du port de San Pedro. Avec la collaboration de nos partenaires techniques et financiers, la voirie de San Pedro est en cours d'amélioration. Tous ces éléments sont des indicateurs qui montrent que San Pedro est plein d'espoir. Il se trouve donc que la tenue de ces assises se tient à un moment totalement propice où l'environnement général de San Pedro est en train de se transformer. Venez donc investir à San Pedro. Pour cette deuxième édition des JNCE, des investisseurs venus de la Guinée équatoriale ont pris part aux ateliers et panels sur les atouts économiques de San Pedro. Des conférences, des panels, des ateliers de partage d'expériences, des visites touristiques et une cérémonie des awards meubleront ces journées qui prennent fin ce dimanche. Je vous propose à présent d'écouter quelques chefs d'entreprise qui ont pris part à ces journées à San Pedro. Nous avons trouvé que c'était une plateforme importante pour la CIE pour s'adresser aux autres opérateurs économiques comme nous, mais qui ont besoin de l'énergie pour se développer. Sans énergie, vous ne pouvez pas faire grand-chose en matière d'industrialisation, en matière d'affaires. Il faut qu'ils aient, il faut qu'on leur garantisse la qualité de l'énergie qu'il faut pour que leur activité puisse se développer. Aujourd'hui, il faut savoir que c'est autour de façon directe, autour de 105 à 110 entreprises qui sont installées sur le domaine portuaire, donc qui ont une activité directe liée à l'activité globale du port, mais au-delà. Dans la ville de San Pedro,
nous avons des nouvelles industries qui sont installées du fait de la présence du port de San Pedro. La volonté de l'État de Côte d'Ivoire de voir les productions locales, nationales, être transformées et bénéficier d'une valeur ajoutée qui soit apportée. San Pedro sera aussi un pôle de compétences. La ville aura la plus grande et moderne des universités dans le pays. Elle ouvre ses portes en octobre 2020. Le Premier ministre a procédé à la pose de la première pierre de la construction de cette université. 95 milliards de francs CFA d'investissement. On retrouve Cheikh Koné. Fruit d'un partenariat public-privé entre l'État de Côte d'Ivoire et le groupe Envol Partenariat Côte d'Ivoire, l'université de San Pedro qui sortira de terre dans les 26 prochains mois est annoncée comme le plus bel ouvrage futuriste dans le monde universitaire jamais construit en Côte d'Ivoire. Elle sera bâtie sur une superficie de 305 hectares et va nécessiter un investissement de 95 milliards de francs CFA. Ce projet est la preuve matérielle que la Côte d'Ivoire bouge et s'inscrit dans une dynamique de plus en plus forte en matière de développement des infrastructures. L'Université de San Pedro est donc une réponse concrète au défi de désengorgement des universités publiques et constitue une avancée considérable dans la formation universitaire. En octobre 2020, dans le cadre de la première tranche des travaux, l'Université de San Pedro recevra 3 000 étudiants. À terme, elle accueillera 20 000 étudiants. Vous donnez ainsi corps à l'engagement pris par le président de la République vis-à-vis des populations de cette belle région, de leur offrir leur université. Une nouvelle université pour les enfants de Côte d'Ivoire, pour ceux de cette région en particulier. Une université technologique dédiée au développement des sciences et techniques, de la construction navale, du génie civil, des ressources halieutiques et de la pêche, ainsi que du tourisme. Pour le chef du gouvernement Amadou Gon Coulibaly, l'ouverture prochaine de l'Université de San Pedro va jeter les bases du nouveau visage de l'enseignement supérieur. Cela nous permettra d'envisager de nouvelles perspectives pour un système d'enseignement supérieur décentralisé, plus apaisé, avec une déconcentration effective des activités actuellement cumulées dans la capitale économique. Amadou Gon a par ailleurs saisi l'occasion pour inviter l'ensemble de la communauté universitaire à renoncer aux actes de violence. J'exhorte l'ensemble des populations en général et la communauté universitaire en particulier à tourner définitivement le dos à la violence et à se mettre résolument au travail. Car c'est dans la paix et la cohésion, c'est en travaillant dans la discipline que nous réussirons à bâtir la Côte d'Ivoire nouvelle. Le chef du gouvernement a annoncé la poursuite des investissements dans la construction de nouvelles universités et l'extension de celles déjà existantes. Dans les prochaines semaines, nous allons procéder au lancement des travaux d'extension des universités de Mans, d'Aloa et Korogo. L'objectif est de faire de chaque région des pôles de compétences et de croissance au service de toute la Côte d'Ivoire. Les populations de Goroké sorties nombreuses ont salué l'avènement de cette université, surtout les retombées qu'elle induit, notamment les 3 forages inaugurés par le chef du gouvernement. Le programme de décentralisation des universités est une initiative du gouvernement ivoirien mise en place en 2014. Elle vise à accélérer le développement des investissements en milieu universitaire pour accroître la capacité d'accueil des universités publiques, mais aussi rapprocher davantage le système d'enseignement supérieur de la population cible, en dotant tous les chefs-lieux de région d'une infrastructure universitaire. Le ministre de la Construction appelle les opérateurs à respecter les délais d'exécution des projets de logements sociaux. Bruno Koné s'est rendu dans les communes de Koumassi et Yopougon. Il veut surtout s'assurer de la qualité des travaux. Mamadou Kwasi. Des ouvriers en pleine action de pose de peinture sur le mur des bâtiments, pendant que certains s'affairent à finir les travaux de canalisation d'eau de ruissellement. Nous sommes sur le chantier de construction de logements sociaux, réalisé par une entreprise marocaine à Lokogyoro, dans la commune de Yopougon. Cette entreprise compte livrer dans quelques semaines 500 logements économiques. Yopougon, ici, c'est le Laguna City. C'est un projet en bord de lagune qui présente pratiquement 7000 logements économiques. Ce qu'il y a lieu de signaler, c'est que nous sommes arrivés à une phase cruciale avec les premières livraisons. Nous sommes en train de livrer les 500 premières unités
Et nous avons pratiquement 2000 logements en construction qui seront livrés au cours de l'année 2019. En visite des chantiers, le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme a fait le tour des bâtiments en passant par les chantiers en cours d'exécution. Bruno Nabagné connaissait voulu rassurant quant à la qualité des travaux, mais aussi au délai de livraison. La présence ici, c'est comment faire en sorte que le rythme de production soit beaucoup plus important qu'il ne l'est aujourd'hui. Nous avons des besoins qui sont très importants. Aujourd'hui, sur la ville d'Abidjan, c'est entre 400 et 600 000 logements. Donc nous avons besoin, à la limite, de produire au moins 100 000 logements par an, que nous allons essayer de repartir sur un certain nombre de promoteurs. Et ce que nous avons pu voir ici nous met plutôt en confiance. Pour les autres sites de logements sociaux, le ministre Bruno Koné rassure les Ivoiriens quant au respect des délais de livraison, surtout les sites de la commune de Songon. Notre ambition à nous, c'est de faire en sorte que les primes puissent passer Noël dans leur maison à Songon. Donc nous nous battons pour cela et une fois Songon lancé, tout le reste sera beaucoup plus facile parce que Songon, c'est à terme 60 000 logements. Bon, donc c'est un très gros projet. C'est de faire en sorte que même ceux qui ne peuvent pas acquérir un logement puissent y accéder par la voie de la location et permettre que l'Ivoirien, même celui qui n'a pas beaucoup de moyens, puisse se loger correctement. Avant le site de Lokoyoro, le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme a visité le site de Koumassi de la même entreprise marocaine qui a déjà livré 250 logements économiques. La Côte d'Ivoire enregistre aujourd'hui un besoin de plus de 600 000 logements. Le footballeur brésilien Ronaldinho, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, il est à Abidjan dans le cadre des activités de sa fondation. Ronaldinho a présenté au chef du gouvernement ivoirien ses actions humanitaires en faveur des populations. Sa fondation veut aider le gouvernement dans la lutte contre l'hépatite C. Ronaldinho a fait des dons à la fondation Children of Africa. L'on ne sait toujours pas encore qui organisera la CAN 2019. La CAF a retiré l'organisation au Cameroun. Les Camerounais, justement, se prononcent sur cette décision tombée hier. C'est peut-être une bonne décision parce que, au lieu d'organiser une CAN au rabais, c'est mieux qu'on ait attribué ça à quelqu'un qui est prêt. Comme ça, le Cameroun aura le temps de s'apprêter et trouver les moyens nécessaires pour qu'on puisse organiser une CAN digne de ce nom. On sait ce qui va arriver. Il n'y a pas de stade, il n'y a pas de route. Il y a un pays d'abord qui aime d'abord en guerre. Il faut organiser la CAN comment? On ne pouvait pas, les logiques sont claires. Le Cameroun ne pouvait pas organiser la CAN. Ça, c'est propre. Parce qu'il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas de stade, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'hôtel, il n'y a pas d'hôpitaux. Je veux tirer un coup de chapeau à Samuel Eto'o, qui s'est battu corps et âme pour que cette coupe, cette CAN soit organisée. Mais c'est une très grande déception. Le gouvernement ici, au Cameroun, nous manquons de tout. Ce n'est pas que nous ne manquons pas, c'est un manque de volonté. Il y a assez de moyens au Cameroun. C'est un manque de volonté. Le président Ahmed Ahmed, c'est quelqu'un qui est vraiment strict sur ses décisions. Si ça ne va pas, ça ne va pas. Dès le départ, moi, je savais qu'il allait retirer la CAN. Il n'y avait rien sur ça. Donc, je suis vraiment très fier qu'on a retiré la CAN au Cameroun. Ça va vraiment faire réfléchir le gouvernement de Yaoundé. Il faut se mettre vraiment au travail. Là, peut-être on pourra même 2021 ou 2023 d'organiser. Toujours en football ici à Abidjan, l'équipe de la presse sportive remporte le tournoi de la confraternité. Elle a battu celle de la presse étrangère au tir au but. La finale s'est disputée aujourd'hui au stade de la haute fréquence de la RTI, Béatrice Nicole et Eliane Tapé. L'équipe de la presse sportive de Côte d'Ivoire, vainqueur du tournoi de la confraternité 2018, ce samedi 1er décembre, face à la presse étrangère. Après un mot du ministre des Sports à l'endroit des acteurs des médias, le coup d'envoi de la finale du tournoi de la confraternité est donné au stade de la haute fréquence de la RTI. Entreprenante, dès les premières minutes, l'équipe de la presse sportive ouvre le score et mène 1-0. Le deuxième but survient à la 15e minute, score 2-0. Mais la presse étrangère surprend et marque un but pour réduire le score. Et un deuxième, un autogol du défenseur Moyabi qui permet l'égalisation 2-2. 90 minutes de jeu, les deux formations sont à égalité. Seuls les tirs au but vont les départager. Un arrêt décisif de Ngamblé de la presse sportive fera de Moyabi Diabaté l'homme du match avec ce tir réussi qui conduit à la victoire de la presse sportive. L'autre défi du tournoi était de promouvoir la confraternité à travers le sport au sein de la presse, au-delà de leurs divergences et de leurs différences. Le directeur général de la RTI, qui ne ménage aucun effort pour garantir la réussite de ce tournoi, était présent.
C'est la solidarité entre les différents organes de presse de Côte d'Ivoire. C'est le même métier qui est pratiqué, c'est important de pouvoir se retrouver. Les journalistes ont l'habitude de se retrouver sur les manifestations, sur les terrains. Et là, c'est bien de pouvoir passer un petit moment de détente depuis un mois dans une bonne ambiance. Le ministre des Sports est satisfait de la forte mobilisation autour du tournoi. À travers cette compétition, les journalistes donnent l'exemple. L'exemple à la Côte d'Ivoire. Que nous pouvons avoir des opinions différentes, nous pouvons avoir des rédactions différentes, mais nous ne devons jamais oublier que ce qui nous rassemble est plus fort que ce qui nous divise. Le tournoi qui a débuté le 3 novembre dernier a pris fin ce matin. Rendez-vous est pris pour l'année prochaine. Une fois, pour accroître l'inclusion financière, la BCEAO veut augmenter le nombre de personnes ayant une culture financière, une plateforme d'échange qui réunit tous les acteurs du secteur et les populations. Les explications de Francis Boifo. Cette fois se veut une plateforme d'échange entre les structures financières et les populations. Elle marque la fin de la semaine de l'inclusion financière en Côte d'Ivoire organisée par la Direction nationale de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO. Il s'agit là de faire en sorte que le grand public puisse avoir un contact direct avec les principaux acteurs de l'inclusion financière pour pouvoir se renseigner utilement sur les services offerts par ces acteurs et se convaincre définitivement qu'il y a intérêt à avoir accès aux services financiers et que cela est important pour eux-mêmes en tant qu'individus et que c'est important pour notre pays. Et au ministre de l'Économie et des Finances d'ajouter qu'il existe une corrélation entre l'inclusion financière et la croissance économique. Adama Koné est revenu sur les efforts faits par le gouvernement pour améliorer le taux d'inclusion financière. Le taux global d'utilisation des services financiers ressort à fin 2017 à 55,02% au niveau de l'Union et à 60,71% au niveau de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire fait partie des 2 États membres de notre Union qui disposent d'une stratégie nationale d'inclusion financière. Objectif visé à l'horizon 2024, favoriser l'accès à 75% de la population, y compris celles dites vulnérables ou exclues aux services financiers formels adaptés et abordables en vue de leur utilisation. Dans le reste de l'actualité, les États-Unis rendent hommage à George Herbert Walker Bush. Le 41e président des États-Unis s'est éteint à 94 ans. Il a dirigé les États-Unis de 1989 à 1993. Sa mémoire a été saluée de par le monde. Le président Donald Trump a décrété une journée de deuil national mercredi. Les drapeaux ont été placés en berne sur tous les bâtiments officiels pour 30 jours. Depuis l'Argentine, Trump salue, je cite, un homme de grande qualité. Et puis, je vous rappelle cette information, le président de la République est rentré ce soir du Sénégal. Alassane Ouattara a pris part au 62e congrès de l'Internationale libérale, une rencontre qui s'est tenue à Dakar au Sénégal. L'Internationale libérale veut apporter des réponses locales aux défis mondiaux. Plusieurs chefs d'État étaient présents à l'invitation du président sénégalais Macky Sall. Le RDR, membre de l'Internationale libérale, était représenté à cette rencontre internationale. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir. Bonsoir.